Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée au terminal en spécialité mathématiques. Alors, plutôt au futur terminal ou au terminal qui prépare le rattrapage, du coup, qui sentent que ça va être un peu difficile. Bon, du coup, dans cette vidéo, je vous propose une correction d'un exo de sujet de bac qui est tombé en métropole pour les mathématiques. Donc, il s'agit de l'exo 3, qui je vous affiche juste là, donc c'est le jour 2. Honnêtement, bon, cet exo, il était plutôt intéressant. Je vous ferai la correction du 4 aussi, j'ai bien aimé. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait à la sortie de l'épreuve, mais bon. On va dire qu'à la sortie de l'épreuve, j'étais plus fatigué qu'autre chose, donc j'ai pas pensé à faire la correction. Et c'est là, c'est vrai, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des petits sujets sur mon bureau, donc je voulais vous faire la correction quand même. Ok. Bon, et en plus, oui, je veux dire, du coup, dans quelques jours, vous aurez normalement les résultats du bac, comme moi d'ailleurs. Et donc, du coup, vous pourrez savoir vraiment combien vous avez. En tout cas, bon, du coup, je vais vous faire la petite correction détaillée de cet exo, ok, que j'ai trouvé fort intéressant encore une fois, et qui j'espère vous entraînera pour la session de l'année d'après, ok, bravo. Donc ça concerne la géométrie en espace, ok, donc là c'est les deux chapitres que vous voyez en terminale, hein, toute la partie géométrie en espace. Donc là du coup, pareil, cette vidéo je la mettrai dans les vidéos, je pense soit je ferai une playlist vraiment sujet bac, ou vraiment, sinon ce sera de la playlist sur géométrie espace partie 2. Comme ça, vous aurez la totale. Alors, du coup, c'est parti, mon kiki. Donc, première question. Petit a, donner les coordonnées du vecteur N1 d'un vecteur normal au plan P1. Bon, ça, franchement, c'était du facile. C'est pas trop difficile. Dans le sens où on veut donner normalement l'équation du plan P1. Donc, P1, son équation cartésienne, c'est 2x plus y moins z plus 2 égale 0. Bon, là, du coup, c'est l'équation cartésienne de P1. Donc, au bac, pour justifier ça, si vous voulez faire ça vraiment bien, donc, vous dites que l'équation, donc P1, son équation est de la forme AX plus BY plus CZ plus 2, ou, du coup, par identification, vous allez retrouver A qui vaut 2. Vous allez retrouver le coefficient B qui vaut donc 1. Ok. Vous allez retrouver le coefficient C qui vaut moins 1 ce coup-ci. Et vous allez retrouver le coefficient D qui vaut 2. Ok. Voilà. Donc du coup, c'est 7 plus D normalement égale 0. Donc du coup, par conséquent, or N1 il a pour coordonnées ABC. D'où N1 il a pour coordonnées 2, 1, moins 1. Voilà, donc là c'est très facile, c'est l'identification, ce genre de questions. Donc là, j'espère que ceux qui ont le sujet, vous l'avez fait assez rapidement. Ok. Bon, passons à la question B, qui est déjà un peu meilleure. Ok, qui est d'un niveau un peu plus fort. Donc on rappelle que deux plans sont perpendiculaires si un vecteur normal de l'un des plans est orthogonal à un des vecteurs normaux de l'autre plan. Alors ils sont gentils parce qu'ils vous ont rappelé la propriété. Donc vous aviez jusqu'à penser au bon calcul et c'est bon. Donc du coup, montrer que P1 et P2 sont perpendiculaires. Donc pour montrer que P1 et P2 sont perpendiculaires, on va tout simplement utiliser leur raisonnement à eux. Donc c'est-à-dire que de montrer qu'en fait un vecteur normal a un plan et orthogonal à un vecteur normal de l'autre plan. Alors ça s'imagine très bien. Ok. Donc on peut schématiser peut-être deux plans. Ok, voilà, je vais vous les schématiser rapidement. Donc là, on imagine un plan P1 comme ça. On imagine un plan P2 par exemple comme ceci. Et en fait, P1 et P2 sont perpendiculaires si et seulement si. Et du coup, vecteur normal de P1, donc N1, est orthogonal au vecteur normal de P2. Vecteur normal de P1 orthogonal à vecteur normal de P2, ça veut dire donc que tout simplement le produit scalaire des deux est égal à 0. Ok, donc on y va. Donc P1 tout simplement à P2, normalement ça équivaut à dire que N1 et N2 orthogonaux. Ce qui veut dire que N1 scalaire N2 égale 0. Ok, donc pour cela on va calculer N1 scalaire N2. Donc là, N1 scalaire N2, c'est égal à quoi? Du coup, vous prenez, là, on va mettre les deux vecteurs normaux que nous avons. Donc N1, c'est 2, 1, moins 1. N2, du coup, c'est, vous donnez, c'était 1, moins 1, 1.
Donc là, du coup, N1 scalaire N2, bah, vous prenez l'abscisse du premier fois l'abscisse du second. Donc 2 fois 1, plus ordonnée du premier fois ordonnée du second, 1 fois moins 1. Et ordonnée et cote du premier, moins 1 fois cote du second. Après calcul, donc vous trouvez 0. Donc du coup, P1 parallèle à P2. Ok, puisque vous avez bien montré que le produit scalaire vaut 0, donc vous avez bien montré que les vecteurs sont orthogonaux, donc vous avez bien deux plans parallèles, enfin perpendiculaires. Déterminer l'équation cartésienne du plan P2. Donc là, il y a deux classes, ok, donc je vais vous faire les deux méthodes possibles. Pour déterminer l'équation cartésienne du plan P2, donc là, vous avez deux solutions. Soit vous prenez donc directement les coordonnées du vecteur normal au plan P2, et donc, vous allez vous allez faire le même raisonnement que dans la première question. Donc P2, on va dire A pour vecteur normal, la chose suivante, donc N2 de coordonnées 1, moins 1, 1. Donc, de façon très rapide, vous dites que l'équation cartésienne de P2, c'est de la forme une fois Y, moins une fois X, pardon, moins une fois Y, plus une fois Z, plus D, égale 0. Ok, et après, vous allez donc rechercher la valeur de D en prenant un point qui appartient à ce plan. Ok, donc là, ici, on vous donne une indication. On vous dit que B, par exemple, lui appartient au plan. Donc, vous dites, or, B de coordonnées 1, 1, 2 appartient à P2, ce qui équivaut à dire que Gx moins Y, donc Gxb, pardon, moins YB, plus tout simplement ZB, plus D égale 0. Conclusion, donc D, c'est l'opposé de tout ça, donc c'est moins XB plus YB, donc moins ZB. Conclusion, donc la valeur de D, c'est l'opposé de l'abscisse de B, donc c'est moins 1, plus l'ordonnée de B, plus 1, moins l'opposé, enfin moins tout simplement 2. Conclusion, donc on trouve que D est égal à donc moins 2, tout simplement. Donc conclusion, le plan P2 a pour équation la chose suivante, donc c'est X moins Y plus Z moins 2 égale 0. Donc ça, c'est une première méthode de fonctionnement. Donc là, vous raisonnez exactement comme on faisait en seconde. Ok, vous appliquez la définition. Ok, donc vous avez un vecteur normal. Et donc son équation cartésienne, du coup, ce sera de la forme suivante. Ok, A fois X plus B fois Y plus CZ plus D. Où A, B et C, A c'est l'abscisse du vecteur normal. B, l'ordonnée du vecteur normal. Et C, la cote du vecteur normal. Donc soit vous appliquez cette méthode, après vous prenez un point du plan et vous recherchez la valeur de D et vous avez l'équation du plan de façon un peu plus directe. Ou si vous voulez vraiment le faire un peu plus détaillé, on peut faire les deux. Donc c'est une façon possible de voir la question. Et dans ce cas, ce que vous faites, vous prenez un point quelconque de l'espace. Ok, donc je vais vous le rédiger comme ça. Vous voyez les deux méthodes. Donc méthode 2. Un peu plus longue pour le coup, mais ça peut se faire aussi. Hein. Ça montre au correcteur que vous rédigez correctement. Ok, et très souvent la rédaction est valorisée au bac. Donc c'est bien de bien rédiger. Donc méthode 2, là c'est vrai, il faut l'avoir en tête. Donc là, imaginez-vous, vous avez un plan P2, vous avez un vecteur normal au plan, donc N2, et donc on vous dit que le plan il passe par un point B. Ok, et en fait on va prendre un autre point. Donc le point B, on a dit c'est 1, 1, 2. Ok, ça c'est le point B. Donc, si je veux que mon point M, il appartienne au plan. Donc, M de coordonnées X, Y, Z. Si je veux que M, il appartienne au plan, il faut que vecteur BM et vecteur N2 soient tout simplement orthogonaux. Ok, alors N2, je mets ses coordonnées, c'est 1, moins 1, 1. Donc, du coup, il faut que BM et N2 soient orthogonaux, de sorte que le point M, là, que vous voyez là, il appartient au plan. Donc, du coup, on va prendre soit M, comme j'ai dit, un point de coordonnées de l'espace. Donc M de coordonnées X, Y, Z, un point de l'espace. M de coordonnées X, Y, Z appartient à P2. C'est équivalent à dire que on a la chose suivante. Donc on aura AM, BM plutôt, et N2
orthogonaux. Ce qui veut dire donc BM scalaire N2 égale 0. Alors ça, pourquoi BM et N2 orthogonaux aussi? C'est parce que tout simplement, N2 il est normal au plan. Donc s'il est normal au plan, bah, forcément ce vecteur-là, il est orthogonal à tout vecteur du plan. Ok, c'est la définition même d'un vecteur normal. Donc là, du coup, je récite mes formules. Donc calcul du produit scalaire, bah, c'est très simple. BM scalaire N2, bah, là vous prenez l'abscisse du vecteur BM. Abscisse du vecteur BM, du coup, et bah, c'est l'abscisse de M moins l'abscisse de B. Donc x moins 1. Facteur, facteur donc l'abscisse du vecteur N1 plus ordonnée du vecteur BM, donc y moins tout simplement yb, donc y moins 1 fois l'ordonnée du vecteur N2 toujours, plus, donc on a dit la cote, donc cote de M moins cote de B, donc qui vaut moins 2, fois, donc la chose suivante, fois l'ordonnée, la cote plutôt du vecteur N2, tout ça égale 0. Après, là, le reste c'est très simple, c'est un jeu d'enfant, on développe. Donc ça fait x moins 1. Après, vous obtenez moins y plus 1. Alors faites attention ici, vous avez un moins. Donc quand vous distribuez ici, tous les nombres changent de signe. Et après, donc pour le dernier, on a plus z moins 2 égale 0. Simplifie un petit peu. Donc on a x moins y plus z. 1 et moins 1, ça s'annule. Donc il reste moins 2. Et donc ça, on retrouve exactement la même équation précédemment. Donc P2 a pour équation x moins y plus z moins 2 égale 0. Voilà. Bon, là je vous ai montré les deux méthodes. Donc après, bah, vous choisissez laquelle vous préférez. Perso, moi je préfère celle-là. Bien que l'autre aussi peut être bien. Ok. Tout dépend après comment vous vous sentez au niveau de la rédaction. Bon, donc ça c'est pour la question 2A. Question 2B. Alors là, ça commence à être un peu plus spécial. Puisque c'est des cas qu'on voit bon, une ou deux fois en exo et c'est rare qu'on approfondisse plus. Honnêtement, ce cas-là, je me rappelle l'avoir vu peut-être 2 jours avant le bac. Ok, enfin, je me rappelle bien l'avoir vu 2 jours avant le bac, peut-être une fois en cours, mais pas plus. Donc c'est bien. Donc là, du coup, c'est vrai que c'est bien de refaire un sujet comme ça pour vous remémorer des cas comme ça. Donc là, on a delta. La droite dont une représentation paramétrique est la fin suivante. Montrer que delta est l'intersection des plans P1 et P2. Donc, du coup, ce genre de questions, il faut bien rédiger, bien présenter la copie. Donc, le but, c'est de montrer que delta, en fait, il a l'intersection à la fois du plan P1 et à la fois du plan P2. Donc, en clair, il faut imaginer que vous avez deux plans comme ça, P1. Voilà, P1 comme ça. Et un autre plan, par exemple, on peut nommer P2. Voilà, il se nomme P2 ici dans notre rayon C. Donc, vous avez un plan P1 et un plan P2. Il faut s'imaginer que ces deux plans, ils vont se couper sur une droite. Quand deux plans se coupent, toujours c'est sur une droite. Et après, du coup, il faut imaginer que cette droite, en fait, c'est la droite delta. Voilà. Donc la droite que je trace en vert. Voilà. Donc du coup, et bah, le but de l'exo, c'est quoi? C'est de montrer que si je prends un point, par exemple, M, de la droite, et bah du coup, il va appartenir au plan 1. Et si je prends ce même point quelconque de la droite, et bah de montrer qu'il appartient au point tout simple, au plan 2, ok. Donc c'est parti mon kiki, donc on va dire soit M, un point quelconque de D, de zeta. Donc du coup, on prend M un point quelconque de la droite delta, et donc du coup, forcément comme le point M il appartient à la droite delta, il va vérifier exactement les coordonnées qui vous sont indiquées dans la représentation paramétrique. Donc tel que XM, son abscisse c'est 0. L'ordonnée de M, du coup, c'est YM, elle vaut 2 plus T. Et donc, T à chaque fois, il est dit d'un néon C, mais il appartient à R. Et la cote de M, ZM, elle vaut T. Où T à chaque fois, c'est un réel. Donc, du coup, on va vérifier que ce point-là, il appartient à la fois à P1 et à P2. OK? Donc, montrons que M appartient à P1 et à P2. Ok. Donc du coup, pour ce faire, on va remplacer les coordonnées de M dans l'équation cartésienne du plan 1. Ok.
Donc pour P1, on a la chose suivante. Donc du coup, on va calculer tranquillement 2 fois xm plus ym moins zm plus 2. Il faut vérifier que ça fait bien 0. Si c'est le cas, bah c'est nickel, mon point appartient à droite. Donc j'aurai bien 2 fois 0 ici, plus ym. Donc ym c'est moins 2 plus t, moins zm, donc l'opposé de zm c'est l'opposé de t, donc ça fait moins t. On simplifie, 2 fois 0, 0. Et donc là, ah oui, et j'allais oublier le plus 2. Ok, le plus 2 qui est tout seul. Après, donc j'ai moins 2 et 2, donc ça fait 0 encore. J'ai t et j'ai moins t, ça fait 0. Ok, donc conclusion, c'est nickel. Comme du coup, le point M vérifie bien l'équation du plan 1, donc le point M appartient au plan 1. On fait de même pour le plan 2. Donc pour le plan 2, je vais remplacer pareil les coordonnées ici x, y et z par les coordonnées de M. Ok, donc là on va reprendre l'équation que nous avions établie précédemment pour le plan 2. Donc pour le plan 2, on avait x, donc là ça va me donner xm moins ym plus zm, et donc là ce coup-ci c'était moins 2. Et donc là on va faire le calcul et on va vérifier que ça donne bien 0. Donc xm du coup c'est 0, toujours moins ym. Donc là c'est l'opposé de y. Donc ici ça a donné plus 2 moins t, plus zm, donc plus t, moins 2. Quand j'effectue le calcul, je trouve qu'on trouve 0 également. Donc ça c'est nickel. Le 2 et le moins 2 ils s'annulent. Le t et le moins t et t, pareil, ça s'annule quand on somme. Donc on trouve bien 0 en effet. Et donc c'est à dire que M, conclusion, elle appartient également au plan 2. Donc ça signifie que comme M appartient à la fois à P1 et à P2, donc à P1 inter P2, donc comme M c'est un point quelconque, bah, c'est-à-dire que n'importe quel point de la droite, il appartient à la fois à P1 et P2. Et donc ça signifie que delta, en clair, il appartient à P1 et à P2. Voilà. Donc ça c'est pour la question 2B. Maintenant question 3. Alors c'est la question qui peut faire peut-être peur un peu au début, mais qu'il faut faire tranquillement. Donc, montrer pour tout réel t, am de t est égal à racine carrée de 2t carré moins 8t plus 11. Alors ça, oui, c'est un classique. C'est vrai que c'était pas tombé durant les 2 dernières années, mais là, cette année, c'est tombé. Voilà, et c'était des exos qui pouvaient être présents au bac avant. Donc, il faut bien évidemment savoir le refaire, ce genre de questions. Parce que l'année d'après, ça peut encore retomber. Donc, si je veux la distance AM en fonction du paramètre T, et voilà, du coup, là, il me faut deux choses. Il faut les coordonnées de A et les coordonnées de M. Les coordonnées de M, elles étaient données. C'est 0, moins 2 plus T et T. Et donc, le point A ici, et bah, ces coordonnées, tout simplement, elles y sont aussi. Donc, les coordonnées de A, elles y sont, c'est un peu plus haut, c'est 1, 1, 1, 1. Ok? Donc, du coup, on va noter A, ses coordonnées, c'est 1, 1, 1. M, du coup, ses coordonnées, c'est tout simplement la chose suivante. Donc, c'est 0, moins 2 plus T et T. Et T appartient à R. Donc, si je veux la distance à M, bah, tout simplement, j'applique ma formule. Par définition, distance à M, c'est la différence des abscisses. Donc, xm moins xa le tout au carré, ym moins yk au carré, zm moins za au carré. J'applique tranquillement cette formule. Donc, ça donne l'abscisse de xm 0 moins l'abscisse de 1, 1 que je lève au carré plus ordonnée de m moins 2 plus t plus moins du coup pardon l'ordonnée de a. L'ordonnée de a c'est moins 1 de tout au carré plus code de m, donc c'est t moins code de a au carré. On va encore un petit peu simplifier avant de tout redévelopper d'un coup. Ok, donc en simplifiant, on trouve la chose suivante. Donc on trouve moins 1 carré, donc on va directement mettre que ça fait 1. Plus moins 2 moins 1, donc moins 3 directement, ou t moins 3, de tout au carré, plus t moins 1 au carré. Et maintenant, bah, le reste, c'est des entiers remarquables. Donc ça fait 1. Là, 1 moins 3, t moins 3, le tout au carré, du coup, c'est t carré, moins 2 fois 3, 6t. Plus, donc 3 au carré, 9. Après,
Pour le deuxième, t moins 1 au carré. Du coup, c'est t carré. 2 fois, moins du coup, encore une fois, 2 fois t. Donc 2t. Plus 1 au carré, donc 1. On va encore un petit peu simplifier les choses. Donc on va regrouper de sorte à avoir bien comme l'énoncé. Donc on a t carré. Après pour les termes en t. Enfin on n'a pas t d'ailleurs. On n'a pas juste un seul t, on a 2t carré. Voilà. Ensuite pour les termes en t tout court. Donc j'ai moins 6t, moins 2t. Donc ça fait moins 8t. Et après j'ai 1, j'ai 9, j'ai 1. Donc ça fait bien 11. Et donc, ça correspond exactement à ce qu'il fallait montrer. Donc, AM de t égale racine carrée de 2t carré moins 8t plus 11. Alors, on déduire que AH est égal à racine carrée de 3. Ou tout simplement, H est le proche orthogonal du point A sur la droite delta. Alors, du coup, dans cette question, il fallait penser à une petite chose. Parce que les coordonnées de H, elles ne vous sont pas données. C'est après qu'il fallait montrer justement les coordonnées de H. Donc, vu que vous n'avez pas les coordonnées de H, il fallait penser à une petite chose, ok? La chose, c'était quoi? C'était tout simplement étudier la fonction AM de t. Ok, c'est pour ça qu'on l'a fait établir avant. Alors, pourquoi étudier cette fonction et quel est l'intérêt? Parce que par définition, donc là, on va se représenter la situation pour que vous visualisiez. Donc, vous avez un plan. Vous avez un point. Donc, ici, c'est H. Et donc, vous avez un point A quelque part ici. Et donc, en fait, la distance entre A et H, donc qui est le proche orthogonal, bah, ce sera proche. Donc, on dira que A, c'est proche orthogonal de H sur le plan. Si seulement si la distance à H est minimale. Ok. Bravo. Donc, c'est là qu'il fallait penser à la petite définition du proche orthogonal pour bien faire l'étude de la fonction. Ok. Quand vous avez un proche orthogonal, ça va forcément dire que la distance entre le point que vous voulez et le point que sur le plan est minimale. Ce qui veut dire que la distance à H est minimale. Ce qui veut donc dire que si je reviens à ma distance à m de t, la distance à m de t est forcément minimale. Et donc, je dois étudier la fonction à m de t. Ok? Donc, moi, je ne vais pas appeler à m de t, ça me casse un peu la tête. Donc, vous pouvez faire ça comme ça. Donc, on pose f, la fonction. Donc, la fonction qui a tout t associe la chose suivante. Racine carrée de 2t carré moins 8t plus 11. Où t appartient à R. Alors pareil, je pense qu'on pouvait aussi étudier sans la racine et après vous appliquez la racine. Parce que dans tous les cas, en fait, on trouvait que ce qui est à l'intérieur, c'est strictement positif. Ok. Donc on peut appliquer positif ou nul. Donc après, on pouvait appliquer la racine et ça marche. Ok. Mais le mieux, pour être bien optimal, c'est d'étudier la fonction avec la racine. Bon, donc tranquillement, on va montrer que ça c'est... On va montrer que l'ensemble est tout simplement dérivable, hein, comme d'habitude. Donc la fonction qui associe... La fonction qui a tout est associée, donc, qui est associée à la chose suivante. Donc, 2t carré moins 8t plus 11. Bon, ça, c'est tout simplement polynomial. Donc, dérivable sur R. Et alors là, donc, de plus, il fallait préciser que c'était à valeur non nulle. Bon, alors comment qu'on peut justifier une telle chose? Donc là, bon, je crois que le mieux pour justifier ça, bon, soit vous regardez sur vos calculatrices, et si vous voulez vraiment justifier, bon, vous passez par une forme canonique. Donc je vais faire ça sur le côté rapidement. Donc si vous avez 2t carré moins 8t plus 11, bon, ça vous dites que c'est équivalent à, donc la chose suivante, c'est t carré moins 4t plus 5, tout simple, plus 5,5, donc 11 demi. Donc ça, mis sous forme canonique, vous trouvez que ça fait t carré, non, ça fait t, 8t, ça fait donc t moins 2 de t au carré, moins 4 plus 11 demi. Après, du coup, on trouvait que ça faisait t. Alors du coup, oui, quand on fait la forme canonique, là, on ne pas diviser par 2 comme ça, on est obligé de remultiplier par 2 à chaque fois sur le nombre de gauche. Donc je multiplie par 2, comme ça, ce sera plus propre. Donc ça fait 2 facteurs de t moins 2 au carré moins la chose suivante. Donc là, mise au main dénominateur. Donc là, vous avez
8 sur... Enfin, vous avez donc la chose suivante. Moins 4, donc c'est moins 8 sur 8. Donc vous avez moins 4, c'est donc moins 8 demi. Moins 8 demi plus 11 demi, bah, il se trouve que ça fait 3 demi. Bon, ok. On peut s'arrêter là. Il n'y a pas besoin de faire plus. Bon, après, vous dites que c'est équivalent à 2t moins 2 au carré. Plus, donc, 2 fois 3 demi, plus 3. Et après, bah, pour conclure, vous dites quoi? Vous dites que là, c'est un carré, donc c'est positif ou nul. Et après, vous multipliez par 2. Donc, comme 2 est positif, bah, tout ça, toute cette partie-là, c'est positif. Vous ajoutez 3, donc c'est forcément plus grand que 0. Ok? Bon, donc, à valeur non nulle, forcément, la fonction. Bon, ça c'est fait. Ensuite, la fonction v, qui associe racine de x. Voilà. Et ben, ça c'est dérivable sur r+. Pareil, si vous avez de bonnes notes, essayez de bien justifier vos dérivés. Un minimum. Donc, la fonction qui est associée à tout t, racine carrée de 2t carré moins 8t plus 11, on dit que c'est dérivable sur R. Et maintenant, pour tout x appartenant à R, tranquillement, je calcule ma dérivée. F' de t, c'est égal à quoi? Alors, quand vous dérivez racine de u, soit vous connaissez la formule, soit vous faites par composition. Ok? Moi, comme je connais entre guillemets jamais la formule, du coup, je suis toujours par composition. Et après, je la retrouve. Mais c'est bien de la connaître. Racine de u, par définition, la dérivée, c'est u' divisé par 2 racines de u. Donc du coup, u' c'est quoi? Bah c'est dérivé tout ça. Hein. Donc dérivé de 2t carré, il se trouve que ça fait 4t. Dérivé de moins 8t, bah, il se trouve que ça fait moins 8. Divisé par 2 racines de la chose suivante. Donc de t carré, enfin de 2t carré, moins 8t plus 11. Bon, on y est presque. On va simplifier un petit peu. Donc il se trouve que moins 4t divisé par 8, enfin moins 4t moins 8... 4t moins 8 divisé par 2. Bon, là, à chaque fois, je facteur 2, je peux simplifier. Donc là, directement, on trouve que ça fait 2t. Donc là, on peut écrire en numérateur 2t moins 4 directement, divisé par 2t carré moins 8t plus 11. Le tout, bien évidemment, racine au dénominateur. Ok. Bon, donc là, c'est fait. J'établis l'expression de la dérivée. Ce qui est en bas, on vient de le montrer précédemment, c'est toujours positif. Donc la racine va forcément être positive. Ok. Donc pour tout t appartenant à R, racine carrée de 2t carré moins 8t plus 11, strictement positif. Ok. Car 2t carré moins 8t plus 11, c'est strictement plus grand que 0. Ok. Donc forcément, bah, quand vous avez un nombre qui est plus grand que 0, sa racine est plus grande que 0. Par croissance de la fonction racine carrée. Donc, pour tout t appartenant à R, le signe de f' est celui de t-4. Donc, pour tout t appartenant à R, 2t-4 plus grand que 0, c'est équivalent à 2t plus grand que 4, c'est équivalent à t plus grand que la chose suivante, plus grand que 2. Ok. Ainsi, au niveau du tableau variation, vous allez donc avoir un changement de variation en 2. Alors là, la limite n'était pas obligatoire si vous faites étude comme ça avec la fonction. Donc vous allez avoir, comme je l'ai dit, un changement de signe en 2. Donc là, ça se dit comment? Ça se dit que cette quantité est plus grande que 0 si seulement si t est plus grand que 2. Donc positif. Et sinon, avant, c'est le signe contraire, négatif. Donc là, j'ai une fonction qui décroît. Ensuite, j'ai une fonction qui croît. Et là, donc vous avez ici f de 2. F de 2 qui est égal à racine carrée du coup de 2 fois 2 au carré. Donc là, je vais faire le calcul. Donc là, si vous effectuez le calcul, non, vous trouvez racine de 3. Ok. Et donc ça, c'est égal à m. H, pardon. Ok, car la distance à h correspondra au minimum de la fonction. Ok, qui sera la distance minimale entre A et le plan. Enfin, entre h et le plan. Ok, vous voyez l'idée. Maintenant, on va commencer à rentrer dans les choses où, bon, là encore, jusqu'à la question 3b, bon, il y avait du corset. 3b, c'est un peu plus corsé que d'habitude. Mais là, on va rentrer vraiment dans les questions où bah, ça peut faire des nœuds au cerveau. Dans le sens où si vous n'êtes pas concentré,
vous pouvez très vite vous perdre. Ok? Donc, question 4A. Donc, on dit, on a D1 la droite orthogonale au plan P1 passant par le point A et H1, le proche orthogonal de A sur le plan P1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D1. Bon, il y a déjà beaucoup trop d'informations pour mon cerveau, donc tout de suite, moi, j'aime pas ça. Je vais essayer de schématiser. Donc, on a un plan P1. Ok? Comme ça. Ok? Moi, dans ma tête, ou sans brouillon, je schématise. On a un plan P1 et donc on a une droite D1 qui est orthogonale au plan P1. Donc, en gros, elle est de cette forme-là. Donc, elle passe par le point A. Voilà. Par le point A. Et le point A, on l'avait dit tout à l'heure, donc il n'appartient pas à P1, il n'appartient pas à P2. Ok, donc là, le point A, il est quelque part par là. Voilà. Donc là, oui, du coup, ça fait par la question précédente, j'ai inversé. Donc au niveau de l'interprétation, bon, ça ne change rien. Soit vous trouvez toujours la racine de 3, mais juste faites gaffe, du coup, le point A, il est là, et le point H, il est là. Ok? Puisque c'est A, enfin, c'est H qui est proche orthogonale de A, sur la droite. Ok? Voilà, bon, c'est pas grave, mais au moins, c'est bien de se rendre compte de l'erreur. Bon, du coup, ça c'est bon. Et H1, donc c'est le proche orthogonal du point A, cette fois-ci sur le plan P1. Donc, vous voyez ce genre de choses, donc faire attention. Si on n'est pas constant, on est vite perdu. Bon, du coup, vous déterminez le représentation paramétrique de la droite D1. Bon, déjà, j'ai P1, et P1, il est toujours muni de son vecteur normal. Donc, vecteur normal, N1. Là, donc, j'ai la droite qui est orthogonale au plan P1. Et donc, forcément, cette droite, elle va admettre aussi un vecteur. Un vecteur directeur, en l'occurrence. Donc là, AH1. Ok, qu'est-ce que vous pouvez constater d'un point de vue visuel? Bah, N1 et AH1, ils sont donc collinéaires. Ok, collinéaires et du même sens. Ok, voilà. Donc, bah, on y va, tout simplement. C'est parti, mon kiki. Donc, bah, on va y aller petit à petit. Donc, soit, on va dire H1 de coordonnées X, Y, Z. Donc, un point de l'espace. Le point H1, il va donc appartenir à D1 et au plan. Donc au plan P1, si et seulement si, et bah du coup, vous avez la chose suivante. Si du coup, le vecteur normal de la droite D1, AH1 et N1, collinéaires. Alors vous remarquez que c'est mieux d'écrire en langage mathématique comme je fais. Donc, prenez bien en note aussi, par exemple, quand je fais la transition comme ça entre le langage naturel et le langage mathématique. Ça peut vous servir, ça pourra peut-être vous servir dans le futur. Alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il existe K appartenant à R, tel que, et bien tout simplement, le vecteur AH1, c'est K fois le vecteur N1. Donc il existe K appartenant à R, tel que les coordonnées de AH1, donc AH1 c'est X, Y, Z, hein, c'est le point d'arrivée, moins coordonnées du point de départ, donc moins coordonnées de A, donc moins 1, moins 1, moins 1 à chaque fois, qui est égal K fois les coordonnées de N1. Les coordonnées de N1, est-ce qu'elles nous étaient données? Non, mais on les avait données déjà à la question 2. Les coordonnées de N1, c'était 2, 1, moins 1. Voilà. Donc ça signifie qu'il existe K appartenant à R, tel qu'on a X moins 1, Y moins 1, Z moins 1, qui est égal, donc là, le K, vous allez multiplier à chaque fois, à chacune des coordonnées, donc qui est égal de K, K, moins K. Donc il existe K appartenant à R, tel que on obtient le système suivant. Donc X moins 1 égale 2K, Y moins 1 égale K, Z moins 1 égale K. Moins K, attention. Donc il existe K appartenant à R, tel que du coup on va pouvoir avoir X, Y et Z. Donc X ce serait 1 plus 2K, là Y c'est 1 plus K, et Z c'est 1 moins K. Voilà, donc conclusion, on arrive à dire la chose suivante. Donc la droite D1, la représentation paramétrique c'est X égale 1 plus 2K, Y égale 1 plus K, Z c'est 1 moins K. Et K appartient à R. Bon, on arrive à la question B, donc 4B. Donc la 4B, plusieurs manières de le faire.
Moi, je vais vous montrer la manière, on va dire, conventionnelle de bien le faire. Ok. Après, il y a plusieurs manières, je pense, de bifurquer sur cette question. Mais la manière, on va dire, qui est attendue, c'est la chose suivante. Donc, déterminer que le point achat a pour coordonnées moins un tiers, 5 tiers. Donc, premièrement, et ben, on va chercher. Premièrement, donc, on va dire que H1 appartient donc à la fois à droite 1 et au plan. Si seulement si, bah, H1 vérifie toutes ces coordonnées-là. Donc, X, Y, Z. Et à la fois l'équation du plan, donc l'équation du plan H, du plan P1, on vous la donne 2x plus y moins z plus 2 égale 0. Et donc x, y, z, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc je vais la recopier. T1 plus 2k, C1 plus k et 1 moins k. K appartient à R. Ok, donc là, très rapidement, je substitue. Donc là, le x qui est là, il vient venir ici. Le y qui est là, il va venir là. Et le z qui est là, il va venir ici. Donc là, ça doit être rapide en bac. Non, mais beaucoup de temps parce que c'est explication. Au bac, ça doit être rapide. Donc vous avez 1 plus 2k. Y, c'est 1 plus k. Z, c'est 1 moins k. Et donc 2 fois x, c'est 2 fois 1 plus 2k. Plus y. Donc c'est-à-dire plus 1 plus k. Moins z. Donc l'opposé de z, c'est moins 1 plus k. Ok, j'oublie précis k appartient à R, logique, et plus 2 égale 0. On y va. Donc x égale 1 plus 2k, y égale 1 plus k, z égale 1 moins k. Ensuite, donc, on développe un petit peu, ça fait donc 2, ça fait 2 plus 4k. Donc là, est-ce qu'on peut simplifier? Oui, vous avez un 1, vous avez moins 1, donc ça simplifie. Et après, donc vous avez k et k, donc plus encore 2k, plus 2. Donc là, on va directement simplifier, plus 4. Et tout ça égale 0. Voilà, donc là, cherchez vite les simplifications quand vous faites. 2 et 4, 6. Donc vous avez 6k égale donc moins 4. Z égale 1 moins k. Là, vous avez y, c'est 1 plus k. Et vous avez x, 1 plus 2k. Là, j'en déduis rapidement la valeur de k. Donc k, c'est moins 4 divisé par moins 6, donc moins 2 tiers. Et après, donc, je vais substituer encore dans cette équation-là. Donc, z égale 1 plus 2 tiers. Donc là, ça fait 5 tiers. Après simplification, y. Donc, du coup, c'est la chose suivante. C'est 1 plus k. Donc, c'est moins 2 tiers plus 1. Donc, du coup, ça fait 1 tiers. Après simplification. Et x. Du coup, c'est 1 plus 2k. Donc, après simplification, vous trouvez moins 1 tiers normalement. Voilà. D'où, conclusion. Donc ici, H1 plutôt qui a coordonné moins 1 tiers, 5 tiers. Voilà. Alors ça, c'est une manière conventionnelle de le faire. Donc là, bon, je suis peut-être allé un peu vite parce que je corrige encore une fois un sujet de bac. Vous, pareil, bah, si vous avez un peu de mal, vous pourrez revoir les vidéos du chapitre où on refait dans le détail ces méthodes-là. Ok. C'est des méthodes qui ont été retravaillées, qui ont déjà été vues dans le chapitre. Donc, vous pourrez revoir les vidéos où j'explique un petit peu mieux et plus tranquillement ces choses-là. Ok. Une manière un peu moins conventionnelle de le faire, ce serait tout simplement de prendre les coordonnées en fait de H1 et de vérifier bien qu'il appartient à la droite d'Eta. Ok. À la droite D1, pardon. Ok. Et donc, si c'est le cas, bah, à droite D1 et du coup au plan également. Ok. Voilà. Bon, si c'est le cas, bien évidemment, bah, ça marche. Ça veut dire que tout simplement, H1, il y a bien ses coordonnées là. Ok, mais bon, c'est une manière un peu moins conventionnelle de le faire. Bon, dernière question qui a fait mal, c'est montrer qu'on a un rectangle. Alors, il y a plusieurs manières de le faire ici. Déjà, il faut se rappeler des différentes définitions et propriétés sur le rectangle, en fait. À partir de ça, donc, vous pourrez en déduire la bonne méthode qui va être plus optimale ou pas pour savoir si on a bien à faire un rectangle. Ok. Du coup, là, la manière la plus optimale, je pense, ce serait de montrer qu'on a 3 angles droits. Ok. Donc, 3 angles droits, ce qui veut dire 3 vecteurs normaux. Enfin, 3 vecteurs, pardon, orthogonaux. Ok. Donc, vous avez 3 vecteurs orthogonaux, donc 3 angles droits. Et ça suffit pour montrer qu'on a un rectangle. Ok. Donc là, du coup, faut vous imaginer la situation. Donc là, pareil, comme vous avez perdu, ce que je fais au bac perso, c'est que j'imagine la situation. Ok.
J'imagine la situation. Donc j'ai mon petit rectangle là. Je vais montrer que AH1, H2 c'est un rectangle. Bah, je me dessine le rectangle. Ouais, ça paraît bête, mais au moins je vois la situation, je vois ce qu'on me raconte. Moi, je pars pas dans des trucs de fou malade. C'est en dessinant qu'après on voit les choses. Donc A, H1, H, H2. Ok. Là tout de suite, dans ma tête, je me pose, je réfléchis 3 secondes, je me dis qu'est-ce que je peux faire d'intéressant. Surtout qu'on me donne plein de choses, hein. On me donne les coordonnées de H2, les coordonnées de H. Bah, super. Et on vous donne en plus la figure en fait redessinée. Mais bon, voilà. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez faire comment? Vous pouvez vous imaginer dans vos têtes. Et c'est ultra important d'avoir de l'imagination. Entre parenthèses. Hein. Donc ceux qui font spare plastique, bien vu. Bon, donc du coup, on va calculer les coordonnées de 3 vecteurs. Donc on peut prendre par exemple AH1. 4 vecteurs, pardon. Coordonnées de 4 vecteurs. Donc AH1. Là, on va prendre AH2. On va prendre donc H1 et H2. Bon, je vous préviens, vous risquez de ne pas obtenir des choses très très belles, mais bon, c'est l'idée d'Exo. Donc là, je vous mets directement les coordonnées. Là, pareil, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de choses, vous pourrez revoir les vidéos de première, seconde, voire terminale où j'en reparle. Là, je vous mets directement les résultats. Bon, voici les coordonnées. Après quelques minutes de calcul mental. Pareil, oui, un petit conseil, si vous pouvez, entraînez-vous à faire des calculs mentaux comme ça. Ça peut aider, parce qu'au bac, parfois, on peut manquer de temps. Et faire du calcul mental, je vous assure, ça vous aide. Même en contrôle surtout. Bon, fermeture de la parenthèse. Donc, on va calculer les produits scalaires suivants. Donc, on va prendre par exemple AH1 et AH2 déjà. Donc, AH1 et AH2. Donc là, pour le calcul du produit scalaire. Donc ça, c'est le calcul des coordonnées. Pareil, bon là, j'ai pas mis, mais c'est mieux de citer les formules si vous pouvez. Sinon, bon, si vous mettez... Ou au moins de mettre la ligne de calcul intermédiaire. Là, c'est vrai que je suis allé un peu vite, mais c'est bien de mettre au moins tout ça. Enfin, l'un des deux. Donc, du coup, là, je me suis trompé. C'est moins 4 tiers, peut-être. Donc, on y va. De toute façon, on verra bien. Donc, c'est moins 4 tiers fois 1 tiers. Donc, moins 2 tiers fois moins 1 tiers. Donc, ça va faire plus. Je vais directement simplifier ici. Hein. Comme ça, on gagne du temps. Et donc, là, on a 2 tiers fois 1 tiers. OK, 2 tiers fois 1 tiers. Et donc, normalement, vous obtenez moins 4 neuvièmes plus 4 neuvièmes. Après simplification, ça fait bien 0. Bon, deuxième produit scalaire. Donc, par exemple, vous pouvez prendre là, donc j'ai fait ça. On peut faire celui-là à H1. Donc là, ce qu'on peut faire, attendez. On peut faire celui-là comme ça. Donc, ça serait H1 scalaire H2. Voilà. Donc ça, là, on a montré que ces deux côtés, déjà, ils sont de même. Enfin, ils sont. Comment ça s'appelle? Ils ont des angles droits, pardon, je vais arriver. Donc là, je prends cela et cela. Donc on en fait, ça fait moins 1 tiers fois 4 tiers. Donc plus 1 tiers fois 2 tiers. Donc là, moins par plus. Donc plus 1 tiers fois 2 tiers. Après simplification, là, vous avez moins 4 tiers, moins 4 neuvièmes. Plus 4 neuvièmes. Ce qui fait bien 0. Ok. Donc là, dernier produit scalaire qu'on peut faire aussi, ce qui serait pas mal, c'est celui-là avec celui-là. Ok, comme ça je montre bien qu'il y a 3 côtés qui ont des angles droits. Donc là, AH1 scalaire, donc H1, enfin H1, comme ça. Donc là, du coup, on reprend les calculs. Donc je prends celui-là avec celui-là. Donc là, j'ai moins 4 tiers. Il va fois moins 1 tiers. Là, moins par plus, ça fait moins. Donc, moins 2 tiers fois tout simplement 1 tiers. Et le dernier, 2 tiers fois moins 1 tiers. Bon, il se trouve que là, on va retrouver le résultat. Donc, j'ai 4 neuvièmes moins 4 neuvièmes. Ce qui fait donc bien 0 par simplification. Donc, conclusion, vecteur. Bon, je vais mettre comme ça. Mais ça veut dire vecteur orthogonaux. L'appareil vecteur orthogonaux. Et la vecteur orthogonaux. Donc les 3 vecteurs sont orthogonaux, donc on a bien 3 angles droits. Donc on a montré que celui-là est angle droit, celui-là est droit. Et on a montré que cet angle droit aussi est droit. Donc conclusion, on a bien un quadrilatère avec 3 angles droits. Forcément le quatrième il est droit. Et donc forcément on a un rectangle. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo qui était assez longue, je le sais. Mais
J'espère que ça vous a un petit peu éclairé au niveau du sujet. Voilà, pour ceux qui l'ont fait. Bon, pour ceux qui voudraient s'entraîner, j'espère que ça vous a un petit peu plus éclairé là-dessus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et voilà, c'est toi en mathématiques et en sciences.